HRP. Un HRP, c'est un hématome rétroplacentaire, c'est une grave complication au moment de l'accouchement, et l'enfant meurt quasiment s'il n'est pas extrait dans les 20 minutes. Donc la défense de l'hôpital de Paimpol, un de ses arguments de l'époque, c'est de dire, attendez, on a entre 2 et 5 HRP par an, si le gynécologue n'est pas là, c'est la mortalité quasiment assurée, puisqu'on n'a pas le temps de les transférer. Et en fait, elle a fini par dire, au moment où il la ferme, on ne va pas maintenir pour 2 HRP par an une maternité. Donc c'est juste pour dire la mentalité, le cynisme de l'époque, qui en fait n'a fait que grandir. Moi je trouve que ce qu'ils étaient déjà capables de dire il y a 15 ans, aujourd'hui c'est pire. Parce qu'en fait, nous on fait alors maintenant une vingtaine d'accouchements à peu près à domicile, la plupart se passent bien. Et puis il y a toujours ces 2 à 5 HRP par an qui sont des catastrophes familiales, sanitaires. Et ça, des exemples comme ça, en fait, il y en a pour quasiment toutes les pathologies. Là où ça a été une grave erreur et une importance, ça a été en fait finalement, comme on donne un petit peu par hôpital, en fait on n'est pas capable de se lier les uns aux autres. Et de se dire, faut qu'on arrête parce qu'en fait, il faudrait qu'effectivement, alors maintenant on a la chance de voir Paimpol, Guingamp venir quand on fait des manifestations à Saint-Brieuc nous aider, puis on essaie de faire la même chose, mais en fait on n'est pas encore assez liés. Et on est en train de subir en fait tous ces bagarres qui sont menées depuis 15 ans pour distribuer des petites enveloppes à droite à gauche. Et en fait, on en a de moins en moins. Et nous, à Saint-Brieuc, par exemple, on sait très bien qu'on est incapable d'encaisser la charge de travail de l'hôpital. Par exemple, des urgences de Guingamp, c'est 25 000 entrées par an. Nous, on fait 64. C'est impossible pour nous de passer à 80. Déjà, à 64, on est à peu près, on est mesuré à Saint-Brieuc pour faire 45 000 entrées par an. Vous voyez, on est à 64 000. Donc, autant vous dire qu'effectivement, en termes de qualité des soins, on est loin de ce qu'on devrait être capable de donner. Donc, ça entraîne de la souffrance pour les soignants, parfois de la maltraitance aussi des familles envers nous. Enfin, tout ce système-là, en fait, il est lié à un fait, c'est qu'on ne milite pas assez, on ne se bat pas assez, et qu'en fait, même avec les syndicats des usagers, par exemple, quand on leur envoie des mails, des fois, ils ne nous répondent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que peut-être ils ne comprennent pas non plus tout. Voilà, en fait, il y a un problème, je pense, de militantisme, mais on n'arrive pas à toucher toutes les populations, je pense, dans nos débats. Et ça, c'est une des grosses difficultés de l'hôpital, et surtout, on n'est pas assez... je pense qu'on n'est pas assez lié en fait. Il y a pas, voilà. Alors peut-être qu'il faudra, peut-être qu'on touche le fond encore plus pour que on soit, je dirais, plus dans la rue. Peut-être qu'il faut tout casser. Moi, je commence à y penser. C'est affreux. Hein, oui, certainement. Je me dis à un moment, ils ont fait la parce que, en fait, il y a un moment, on se dit qu'ils comprennent que ça. Les Gilets jaunes ont été pour ou contre, mais malgré tout, ils n'avaient pas en gouvernement et ils ont fait avancer beaucoup de débats. Alors à la fin, évidemment, c'était très compliqué, mais en tous les cas, on se dit qu'il a fallu quand même en arriver là pour qu'on soit entendu. Alors on espérerait être entendu dans les urnes, alors peut-être que les prochaines années, vous nous donnez raison, et à Christophe aussi. Et voilà, on espère des choses effectivement beaucoup plus souples. Et voilà, pour en revenir à Saint-Brieuc, nous on sait que voilà, on a ça, maintenant on a des médecins, la plupart des chirurgiens maintenant font du libéral à l'hôpital public, ça c'est une honte, on n'en a pas parlé, mais ça devrait être interdit. Si on choisit le public, eh ben, on a un salaire public, on ne prend pas 30, 40, 50%. Il y a des médecins qui doublent leur salaire, on a des chirurgiens qui gagnent 3 fois ce que les autres gagnent. Hein, donc, et en fait, on sait qu'en dépassement d'honoraires, tout le monde n'a pas accès à ça. Et on a des exemples, j'ai fait la fête de l'humain en Bretagne, il y avait un monsieur qui était là et qui nous racontait que lui, il avait un cancer du côlon, on lui a dit qu'il allait être opéré, je ne sais pas qui était là, mais c'était triste, mais il nous a dit, on vous opère dans 15 jours dans le privé, le même chirurgien, dans le privé, et c'est 2000, où je vous opère dans 2 mois dans le public. Au contraire, c'est un chantage au cancer, et ça, c'était quand même, c'est des choses qui maintenant, en fait, on entend pas... voilà, enfin, ça, c'est quand même une honte, c'est un scandale quand même qu'il va falloir aussi, à un moment, arrêter complètement, je pense. Non, mais c'est ça, on arrive à quand même des extrêmes qui sont quand même incroyables, et quand Christophe parle des États-Unis, on n'y est plus très loin. Voire on y est. Sur certains cas, sur ce cas précis-là, c'est quand même incroyable. Qu'on puisse le dire, l'entendre, et puis voilà. Enfin, donc ça, c'est des choses, je pense aussi, qu'il faut qu'on interdise. C'est plus possible de laisser des différences de salaire comme ça, faire que des médecins, évidemment, aucune éthique dès le départ, qui s'est développée par la suite, mais ça ne devrait même pas être toléré et accepté. Tout ça pour dire que, bref, je dérape un tout petit peu, mais en fait, on arrive, nous, à l'hôpital privé à Saint-Brieuc, avec, l'hôpital privé, ceux qui font du privé à l'hôpital public, on en arrive sur ce genre de situation, avec effectivement pas les mêmes délais de chirurgie, et puis surtout avec un retard pour les gens du public, les gens qui sont hospitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont opérés maintenant à J3, J4, d'une fracture du poignet, parce que les chirurgiens orthopédistes le lundi et mardi font du privé. Ça, c'est la réalité de notre centre hospitalier.
Et donc en fait, toutes ces choses-là, on les dénonce, on en a parlé beaucoup, hein, enfin, on en a parlé au CTE, là, avec Régis, les gars de la CTE, c'est des choses qu'on a mis sur le tapis, mais on a des fins de non-recevoir et les discussions se ferment très vite. Donc ça, c'est une grosse complication, donc je pense qu'il va falloir se faire entendre et se faire entendre plus fort. Et ça se fera qu'avec une forte union, je pense, des syndicats, une forte union avec les syndicats des usagers aussi, qui soient vraiment... on se rend compte que la population, il faut qu'elle aille dans ce sens-là. Et effectivement, demain, j'espère que la manifestation, ça va être, il va y avoir des signaux très importants. Voilà, enfin, on espère. En tous les cas, si nos responsables de la CGT peuvent même plus rentrer en train. Voilà, je vous remercie. C'est juste si vous avez des questions. Je pourrais répondre à des questions sur. Monsieur, excusez-moi, bonsoir. Je suis un peu étonné par rapport aux dépassements d'honoraires. Moi, j'étais ambulancier pendant 30 ans, par exemple au Franco-Musulman à Vicenne. C'est pas grave. Je me lève. Oui, je disais, moi ça marche bien avec moi, vous voyez. Je disais donc que j'étais moi ambulancier au SMUR à Montfermeil, j'étais travaillé souvent avec au Franco-Musulman à Vicenne, et les dépassements d'honoraires dont vous faites allusion, je pense que vous êtes un petit peu plus jeune que moi je l'ai toujours connu. Comment dirais-je, les cabinets en marbre où vous aviez des messieurs qui vous recevaient avec des cravates et qui vous demandaient 2000 balles de plus alors qu'ils ne vous opéreraient jamais, et c'est quelqu'un d'autre qui fait l'opération, ça a toujours existé. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète, pour revenir à notre hôpital ici, j'ai eu la télégramme, enfin j'ai vu il y a quelques temps un véhicule SAMU qui tombait en panne à maintes reprises. Et ça me fout hors de moi, parce que quand on donne des subventions à des tas de choses, et qu'on n'est pas foutu de payer, vous messieurs, mesdames, de nos maires, de notre gouvernement, nos députés, etc., et qu'on n'est pas foutu de racheter un véhicule pour faire fonctionner ce SMUR, d'accord, ce n'est pas le rôle de ces gens-là, certainement, ce n'est pas leur rôle, mais il y a un moment, il faut prendre des décisions. Les murs s'écroulent, c'est possible, mais pas avoir de véhicule pour emmener un médecin et une équipe d'urgentistes sur les lieux d'une intervention, c'est catastrophique. L'activité privée à l'hôpital public, oui, elle existe depuis la création des CHU. Hein, c'était par le grand-père Debré pour attirer les médecins du privé à l'hôpital. Simplement, la grosse différence, c'est qu'il n'y avait pas ce différentiel de délai auparavant. Maintenant, c'est un différentiel de délai. Du fait de ce différentiel de délai, on devrait interdire l'activité, on devrait suspendre l'autorisation d'activité, puisqu'on a une jurisprudence à Limoges, en 2002, où un radiologue a vu son autorisation d'activité privée à l'hôpital public suspendue au motif du différentiel de délai de rendez-vous qui était anticonstitutionnel, puisqu'il devait y avoir le même délai pour tous les patients. Donc ça, c'est clair. Et on voit bien que c'est un problème politique, puisque moi, je commence à avoir des cheveux blancs. Vous voyez, le 10 mai 81, j'étais à la Bastille, et dans le programme de François Mitterrand, il y avait, dans les 101 mesures, il y avait la suppression de l'activité privée à l'hôpital public. Il n'a jamais été acté. Voilà. Donc, c'est bien un manque de volonté politique dans l'intérêt de quelques-uns que l'on ne touche pas à ce scandale. Voilà. C'est bien de préciser les choses parce que l'histoire nous apprend beaucoup quand même. J'étais choqué par le manque de solidarité de Saint-Brieuc par rapport à Guingamp. Donc il y a des médecins là qui tiennent des propos qui doivent être tenus. Je pense en particulier au président de la CME. On n'entend rien? Si, mais il faut pas le micro. Donc je disais que j'ai été choqué par le manque de solidarité de l'hôpital Yves Le Foll par rapport à Guingamp. Alors, je ne parle pas de l'ensemble des médecins. Je pense plus particulièrement au président de la CME, qui a eu des propos, voilà, fermer Guingamp, ça ne me gêne pas du tout. Alors que Saint-Brieuc n'aura pas la possibilité d'absorber ce qui se passe ici. C'est pas possible. Mais le président de
CME, je ne sais pas si Christian pourra nous répondre, mais je pense que le président de la CME fait partie des médecins qui ont une activité privée. Une vision politique en tous les cas de ça. Non, je crois que ça fait partie des médecins qui pensent qu'en fait que ce qu'on enlève aux autres leur rapportera à eux. Et ce que je disais, en fait, ça c'est la grosse difficulté actuelle qui fait qu'il y a un manque de solidarité des médecins qui est ancien. Hein. Effectivement, il y en a beaucoup en fait, qui travaillent que pour eux et qui n'ont pas une vision de l'hôpital public. Et c'est tout le drame de l'hôpital public actuel. Mais elle, c'est son cas, le président de CME d'avant aussi. Il faut aussi comprendre que les hôpitaux et les directeurs d'hôpitaux surtout savent s'entourer des gens qui vont aller dans leur sens. Je dirais c'est un peu l'exemple de François Braun, notre ministre, qui est l'ancien président d'un syndicat d'urgentistes, qui est SAMU Urgence de France, qui est un faux syndicat, qui est une société savante, on n'a que le nom, mais qui nous cause beaucoup de tort en tous les cas de la profession. Et en fait, lui, c'était pareil, il a défendu justement toute la profession tant qu'il a pu pour être président de syndicat, mais c'était pour lui juste un tremplin et rentrer dans le ministère. Et maintenant qu'il est ministre, effectivement, il va dans le sens de la Macronie. Donc là, on est un peu à une échelle, si vous voulez, inférieure avec effectivement la présidente de la CME, qui a une vision qui est très locale et qui est très personnelle des choses d'évolution. Je vais avoir du mal à progresser, moi, après avoir dit ça, j'espère qu'il y a c'est pas un problème, mais non, mais voilà. Et avant elle, il y avait le docteur Bouquet qui était exactement dans le même sens, c'est que Paimpol, par exemple, Paimpol, Fabienne pourra en parler, mais le docteur Bouquet était communément apprécié, c'était l'ancien président de CME aussi. Et évidemment, ça se passait mal, parce qu'il voyait aussi la vision du cardiologue de Saint-Brieuc pour Saint-Brieuc. Et ça, en fait, c'est la grande force des directeurs. C'est pour ça que la nouvelle proposition là, actuelle de faire des tandems directeurs médecins qui vont diriger les hôpitaux, c'est ce que j'avais dit en fait à l'intervention qui était passée, mais ça dépend du tandem qu'on met et si ça va être représentatif des gens de terrain. Et ça, ça fait aussi partie des difficultés du programme qu'il va falloir réformer pour qu'on arrive à ce que les gens de terrain puissent s'exprimer. Mais oui, je suis d'accord. C'est une catastrophe. Une des propositions qu'on a pour qu'il y ait plus de démocratie à l'hôpital, c'est pas que les chefs de service soient nommés par le directeur, mais que les chefs de service soient élus par le personnel de leur service. Voilà. Voilà. Attends, Anne-Marie, il y a quelqu'un derrière. Je voudrais intervenir et rebondir sur ce que dit bien sûr Christophe, que je partage à 100%. Analyse, je me présente, je suis déjà venu plusieurs fois accompagné du doyen de Brest, je suis Jean-Pierre Baille, chirurgien digestif, je suis en retraite depuis 4 mois, je suis un homme du coin parce que je suis né à Paimpol. J'ai travaillé à Guingamp quand j'étais jeune. Effectivement, les directeurs et les établissements, le jeu c'est de diviser les hôpitaux entre eux. Je me suis battu pour aider l'Agnon comme j'ai pu en tant que responsable du 3e cycle de l'Université de Brest. Les chirurgiens qui n'ont jamais fait de privé en 40 ans de carrière. J'ai été chef de service actuellement, je n'ai jamais fait de privé. Je me suis battu justement pour essayer d'aider l'Agnon. Et là, s'ils pouvaient opposer Lannion et Guingamp, ils opposeraient Lannion et Guingamp. S'ils pouvaient opposer Saint-Brieuc à Guingamp, ils opposeraient Saint-Brieuc à Guingamp. C'est le jeu. Je voudrais souligner aussi un autre aspect qui est Carhaix. J'ai participé au départ, avec M. Dupont à l'époque, au premier projet d'aider Carhaix. Tout a été dénaturé. On a fait de Carhaix un périphérique d'un CHU, ce qui est scandaleux. Donc je pense qu'il faut remettre tout sur la table, que les hôpitaux travaillent ensemble et qu'on réfléchisse, comme dit Christophe et comme dit tout le monde, à refaire un contre-projet pour la région ouest. Il n'y a pas de raison d'opposer Saint-Brieuc à Guingamp, il n'y a pas de raison d'opposer Saint-Brieuc à Guingamp à Paimpol. Et je trouve que la directrice de Saint-Brieuc que je connais, on va travailler avec elle, elle était courageuse récemment. Je ne sais pas si vous avez vu ses propos, où elle dit effectivement qu'elle a honte des directrices d'hôpital. C'est grave ce qu'elle dit. Donc, vous voyez, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on fasse un contre-projet pour arrêter ce système.
Oui, il fonctionne. Alors moi, je suis de Lannion, donc du comité de Lannion, donc pas les syndicats d'usagers, hein, les comités de défense. Donc moi, j'ai une question, parce que dans le scénario 3, qui ferme la maternité de Guingamp, donc qui enterre Guingamp, il est proposé, il est carrément décidé, pour que Lannion fonctionne, de faire une fusion de la polyclinique de Lannion avec l'hôpital. Donc ça veut dire carrément prendre 2 ailes de l'hôpital, réarmer un bloc, faire 2 filières de blocs, un privé et un public, mais par contre faire du post-op commun. Voilà. Donc moi, ce que je vois à moyen terme, c'est que, ce que je me pose comme question, si le but inavoué, ça ne serait pas plutôt d'aspirer tous les patients vers Saint-Brieuc. Et quand je dis Saint-Brieuc, je ne dis pas forcément public, je dis Plérin, sachant que la polyclinique de Lannion fait partie du groupe Hospi Grand Ouest et qui est soi-disant un hôpital privé mutualiste, donc dont le financier, on va dire, c'est le groupe VYV, MGEN, Éducation nationale, et Harmonie Mutuelle. Donc là, il y a un loup quelque part. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle au niveau des élus, c'est que les élus de Guingamp, c'est le même bord que l'élu de la ville de Lannion. Donc, entendre le maire de Lannion dire « Ah, ben, on s'en sort pas trop mal, il va falloir faire poser le côté juridique du GCS », il y a quelque chose que je le sens pas, quoi. Non. Voilà. Donc... Oui, non, il faut pas bien le sentir. La difficulté que l'on a aujourd'hui est que les agences régionales de santé font tout pour sauver les établissements privés et lucratifs qui sont en difficulté. On voit avec Orpea. Vous avez vu qu'Orpea, normalement, devrait être mis en faillite. Ils ont 9 milliards de dettes. Les actionnaires sont montés au créneau pour négocier avec le gouvernement la reprise d'Orpea par la Caisse des dépôts, donc de l'argent public, en transformant la dette en capital. Comme ça, ils seront actionnaires d'Orpea. Voilà. Alors que là, en termes de bonne gestion, ils se sont gavés pendant des années. Ils ont investi dans une entreprise qui a fait faillite. Eh bien, ils s'assoient sur leur dette. Et on reprend en gestion les établissements d'Orpea, en fonction de leur localisation, par du public ou du privé non lucratif. Ça aurait été la logique. Là, ce que fait le gouvernement, c'est sauver le capital. Pour les cliniques, pour une ville comme Lannion, dans toutes les villes de taille moyenne, il n'y a pas la place pour un hôpital et une clinique. Une clinique, aujourd'hui en France, donc quand il y avait, pour reprendre l'histoire, on n'a jamais eu de système public de santé en France. On a conservé une mixité avec la médecine libérale, des cliniques privées et un hôpital public. Tant que les cliniques étaient la propriété de médecins, on avait le choix d'aller à la clinique, on pouvait aller à l'hôpital, il y avait à peu près, on avait le choix, c'était à peu près au même coût, ça ne posait pas de problème. Dès qu'il a fallu investir dans du matériel lourd, à partir de l'arrivée de matériel type scanner, IRM, des blocs opératoires beaucoup plus compliqués, du personnel ne pouvait pas utiliser comme aide opératoire sa femme, par exemple, comme ça a été le cas pour de nombreux chirurgiens pendant des années. Bon, voilà. Bon. Donc, on a eu une financiarisation du système avec l'arrivée d'investisseurs. Et il n'y a quasiment plus aucune clinique qui sont la propriété de médecins. Il en reste encore quelques-unes. Et donc, ces investisseurs ont acheté, ont restructuré, ont regroupé, ont fusionné, et ont maintenant des grosses cliniques
qui sont localisés à proximité des hôpitaux, qui sont en concurrence avec les hôpitaux, sur les secteurs d'activité où ils peuvent faire de la rentabilité, et ils viennent piquer les médecins au public. Pour vous donner un exemple, vous avez tous entendu parler, je crois, de la tarification à l'activité, vous savez, la tarif T2A. Il y a 2200 groupes homogènes de malades. Vous savez, on tarifie en groupes homogènes de malades, enfin bref, on met des croix, des cases, et puis tout ça, ça se traduit en euros à la sortie. Donc il y a 2200 groupes. 80% de l'activité des cliniques se fait sur 100 groupes. C'est-à-dire l'activité rentable. La chirurgie ambulatoire, pas trop compliquée, hein, où les malades peuvent rentrer à la maison le soir. La chimio, hein, la dialyse, la psychiatrie pour les riches, mais zéro pédiatrie. Pédiatrie, pas rentable, trop à risque. Ils ferment beaucoup de maternités parce que pas rentable. Ils ouvrent des services d'urgence dès qu'ils ont une taille trop importante pour faire que de l'hospitalisation programmée. Donc il faut remplir les lits avec des patients qui arrivent aux urgences. Mais des patients pas trop graves, pas trop vieux. S'ils sont trop graves, trop vieux, hôpital public. Ok ? Donc voilà comment ça fonctionne. Donc la clinique de Lannion, elle est morte. Faillite. On la sauve avec votre montage, groupe GCS, montage qui a été critiqué par le Sénat, qui a toujours été à droite. Donc il y a un rapport du Sénat qui dit que les GCS c'est de la merde. Ça crée de la suradministration, c'est pas bon. Mais on crée quand même un GCS là pour sauver la clinique. Et pour permettre aux médecins de continuer à se faire du beurre avec des dépassements d'honoraires, parce qu'ils vont négocier de continuer à travailler privé en payant juste une redevance à l'hôpital. Alors, ça peut se faire, mais tout dépend comment on négocie. Moi, j'ai défendu un hôpital à Gisors, on avait bien négocié, ça s'est très bien passé, il devait faire tant d'activités, il devait faire 70% d'activités en secteur 1, public, et ils avaient 30% d'activités, voilà, et puis bon, le temps qu'ils terminent leur carrière, ce qui a permis de récupérer la chirurgie à l'hôpital. C'est pas le montage qu'on vous propose. Voilà, c'est un montage que dans l'intérêt des propriétaires de la clinique et des chirurgiens. Voilà. Alors, le maire de Lannion, c'est ce que disait Christian Brice tout à l'heure, il dit, pour ma ville, c'est bien, dans un premier temps. Mais la logique, qu'il faut bien comprendre, c'est que la logique, c'est de tout concentrer sur Saint-Brieuc, dans le cadre d'une concurrence publique-privée. Voilà, où il y aura ce qui n'est pas rentable au public, et ce qui est rentable au privé à Plérin. Et on va commencer par détruire Guingamp, et puis dès que les chirurgiens vont commencer à partir à la retraite, on ne recrutera pas de chirurgiens pour les remplacer publics, et Lannion mourra. Voilà. Donc il ne faut pas rêver. Là aujourd'hui c'est une grosse arnaque, la reprise de la clinique. Si c'est bien négocié, c'est pas un GCS, c'est la clinique elle ferme, on récupère les chirurgiens, on négocie avec eux leur contrat de travail, voilà, hein, c'est de la négociation, mais dans l'intérêt aussi des patients pour qu'il n'y ait pas systématiquement des dépassements d'honoraires, voilà. Vous regardez les chirurgiens, il faudra leur faire quelques concessions, mais il n'est pas question de faire un GCS. GCS c'est de la suradministration et c'est dans l'intérêt financier exclusivement du privé. Ça c'est pas acceptable. Il faut démonter ça. On pourra vous donner les références du rapport du Sénat qui démonte les GCS. Non, c'est la clinique ferme, on récupère les médecins qui veulent venir travailler à l'hôpital dans le cadre de contrats individuels qui négocieront, mais ils n'ont plus aucun intérêt financier dans la gestion de la structure. Point à la ligne. Parce qu'autrement, on se retrouve avec le montage qui a été fait ici avec les radiologues, où les mecs, c'est le beurre et l'argent du beurre, quoi. Pas possible, ça. Non. Parce que moi, les radiologues, là, je suis un bon gestionnaire, je leur dis, écoutez, messieurs, pas de problème. Je viens de passer un contrat avec la Tunisie, ils sont 3 fois moins chers que vous, dehors. Pour ce que vous faites, ils feront aussi bien. Hein? Parce que de toute façon, vous ne voyez pas les patients, vous ne faites que lire les images. Ben, je peux faire les images en Tunisie, il n'y a aucun souci. Si la Tunisie est trop chère, j'ai les Indiens qui sont encore moins chers et de meilleure qualité. Et avec l'intelligence artificielle, il y a une bonne partie des images que je peux déjà analyser. Voilà. Hein? Donc il faut bien comprendre qu'il faut démonter ces systèmes-là. La clinique, elle est morte économiquement. Voilà. Pourquoi ils demandent à être rattachés à l'hôpital?
parce qu'ils sont en faillite. Donc s'ils sont en faillite, ils ferment. Autrement, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils vont continuer à travailler, ils vont envoyer un certain nombre de malades à Plérin, pour ceux qui pourront se déplacer, qui pourront payer. Donc ils vont alimenter Plérin pendant un certain temps, et puis après, je vous dis, vous subirez le même sort que Guingamp. Donc il faut le dire comme ça à la population. Et le maire de Lannion, vous l'interpellez, et avec le maire de Pabu, le maire de Guingamp, avec la députée, on va ensemble à l'ARS et on discute de l'offre de soins globale sur le territoire qui est partagée en différents sous-territoires. Voilà, territoire de Lannion, territoire de Guingamp, territoire de Saint-Brieuc. Et on a besoin de garder les 3 établissements qui coopéreront pour que Saint-Brieuc joue son rôle sur les pathologies les plus lourdes, mais qu'on puisse traiter à proximité et à Lannion et à Guingamp les malades qui n'ont pas besoin d'aller à Saint-Brieuc ou à Rennes. Voilà. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter aux élus, à la population. Un maire qui aujourd'hui, sur une question comme celle-là, n'est pas clair sur la défense de l'offre de soins, je peux vous dire qu'il peut se faire des soucis aux prochaines élections. Voilà. Hein? Peut-être rappeler samedi 4 février. Oui. Rendez-vous à Lannion. Enfin, nous y serons. Les Guingampais iront à Lannion pour soutenir les camarades de Lannion qui, effectivement, sont très inquiets de ce qui va leur arriver. À juste titre, on a eu une confirmation. Merci. Et nous, Lannion sera à Guingamp le 11 février. Échange de bons procédés. Et demandez à vos maires respectifs de venir aux 2 manifestations. Oui, ils sont conviés. La question que j'avais, moi, c'est justement... alors, moi, je me présente, je suis à Solidaire, donc syndicaliste. Et donc, on a créé une coordination santé Pays de Guingamp. Donc, avec l'intersyndicale, les 2 syndicats hospitaliers et le comité des usagers. Et je suis bien contente d'entendre ce soir qu'il y a un souhait d'unité, parce que je pense qu'effectivement, la solution sur le territoire, elle est là. C'est-à-dire que plus on sera nombreux dans la lutte, et mieux on pèsera. Et la deuxième question que j'avais, c'était la position des élus. Donc, on programmait une manifestation donc le 10 février, mais est-ce qu'il y a des élus ce soir dans la salle? Le 11, pardon. À chaque fois, je me trompe. C'est peut-être pas par hasard. Donc, est-ce que ce soir, on a des élus qui sont venus débattre avec nous? Et j'aimerais bien avoir leur point de vue sur la question. Parce que c'est vrai que ce sont des acteurs importants. Ça existe pas. Non. Bon, alors, si le micro il marche pas, elle, je sais pas si elle va arriver à faire la grosse voix. Bonsoir. Alors, du coup, je réponds. Voilà, moi, je suis la députée de la circonscription. Je réponds aussi à monsieur, ça a été reconnu tout à l'heure, vous avez eu raison d'ailleurs. Alors, pour moi, évidemment, pas de problème pour aller à l'ARS. Évidemment, moi, je défends l'hôpital, la maternité, avec le maintien d'un service de chirurgie à H24. Alors, je suis allée en septembre visiter les hôpitaux de Lannion, Guingamp, Saint-Brieuc. J'ai continué également avec les hôpitaux psy, donc je suis déjà allée à Plouguer-les-Belles et j'ai rencontré les syndicats à Bégas et on va continuer. Après, il faut que j'explique aussi ce qui se passe en hémicycle, parce qu'en fait, on avait fait cette visite pour préparer le projet de loi de finances de la sécurité sociale en 2023. Et donc, tous les arguments que nous a brillamment exposés Christophe, on voulait les défendre en hémicycle. Mais Madame Borne est arrivée et elle nous a mis un 49.3, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu débattre. Et le projet de loi de finances du gouvernement est passé. Et c'est exactement ce qu'elle veut faire également pour les retraites, puisque c'est un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative qu'elle utilise pour les retraites. Donc on a un temps de débat très restreint.
Voilà, donc quand Christophe dit que Macron a du mal avec le dialogue social, eh bien c'est vrai, et il a également du mal avec les parlementaires, il ne veut pas débattre. Donc voilà comment ça se passe en hémicycle. Donc la solution, c'est d'élire plus, qu'on devienne majoritaire évidemment, mais également la rue. Hein. Donc il faut aller manifester demain pour les retraites, contre cette réforme des retraites, mais également dès qu'il y a des mobilisations pour les hôpitaux, et notamment là ça va être le 11 février prochain. Voilà, merci. Juste intervenir pour parler un peu des généralistes, des dentistes et des ophtalmos qui, quand il y a des petites interventions chirurgicales à faire, arracher une dent par exemple, une coronarographie ou une opération au niveau de l'œil, vous envoie directement, sans vous demander votre avis, à Plérin. Si vous n'avez pas un petit peu dans votre tête de dire mais il y a un service public, il y a un hôpital public à Saint-Brieuc, on peut mais je connais pas bien le chirurgien, je peux pas, j'ai pas de référence avec l'hôpital public. Je trouve que si on n'a pas un peu de conscience, et ben les gens ils vont appeler, hein, parce que tu parlais de concurrence tout à l'heure, c'est pas de la concurrence, c'est de la concurrence déloyale, parce que on te donne même pas le choix. Au début, si tu dis pas moi je veux aller à l'hôpital public, eh ben on t'envoie directement à Plérin. Bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue pour ce départemental du canton de Guingamp. Je partage évidemment votre point de vue. Je considère que les GHT devraient être des outils au service de la solidarité entre les hôpitaux et pas des outils de mise en concurrence comme ça se passe aujourd'hui. Le conseil départemental en tant que collectivité, vous le savez sans doute, n'a pas de compétences en matière de santé. Pour autant, on s'est quand même préoccupé de la question de ces hôpitaux publics. On a adopté l'année dernière, au moment du vote du budget primitif, une motion pour soutenir l'hôpital de Guingamp, mais aussi les hôpitaux de Lannion, de Dinan et de Carhaix, qui sont confrontés aux mêmes difficultés. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on vous soutient et que nous serons bien présents le 11 février. On a aussi passé le message à tous nos collègues du conseil départemental qui seront présents aussi. Voilà. C'est pour dire qu'il y a des élus dans la salle. Donc, Cinderella Bernard, conseillère départementale du canton de Gard, vice-présidente déléguée à la conseiller du département. Je suis le comité de défense depuis le début